des biens de l'entreprise, mais aussi une stratégie économique pour l'entreprise. L'ITAM, c'est en gros deux domaines qui vont être concernés, qui va être à la fois le hardware asset management, donc la gestion des biens matériels, mais également le software asset management, qui est autour de la gestion des biens logiciels, qui est beaucoup plus complexe dans la forme où un logiciel c'est immatériel et ça évolue beaucoup plus rapidement que du matériel physique. Donc voici quelques questions, des exemples de questions qui vont être ou de besoins auxquels l'ITAM va permettre de répondre. La première, bien entendu, c'est qu'est-ce que vous possédez? Quels sont exactement, en termes de matériel acquis ou de software, quels sont les biens que vous disposez réellement? Autre question, c'est où sont-ils maintenant? Où est-ce qu'ils sont localisés? Dans quel bâtiment? Dans quel site? À quel centre de coût est-il rattaché? À qui sont-ils assignés? Donc c'est en termes de personnes, mais également quelles sont les personnes à qui on a assigné ces biens, mais aussi en termes d'organisation. À quelle organisation, centre de coût, département, est-ce qu'ils sont rattachés et du coup qui les utilisent? Quels sont leurs statuts? Est-ce que c'est des machines qui sont en production, des serveurs qui sont en production, ou au contraire ils sont en stock? Est-ce qu'elles sont en attente d'affectation? Ou est-ce qu'elles sont, par exemple, envoyées en réparation auprès soit du constructeur ou auprès du service IT? Quel est leur historique? Donc l'ITAM va permettre justement d'avoir cet historique-là et de pouvoir suivre le bien, encore une fois, tout au long du cycle de vie. Et donc on va pouvoir traquer les différents statuts, les différents états dans lesquels ont été le bien. Donc savoir par quel service, par exemple, est passé le serveur ou la machine. Est-ce qu'il y a par exemple eu des problèmes sur cette machine-là historiquement? Est-ce qu'elle a dû être renvoyée chez le manufactureur ou le constructeur pour être réparée? Voilà, c'est de pouvoir avoir un historique de l'état de la machine au fil du temps. Sont-ils performants? Est-ce que les machines ou les logiciels, bien entendu, sont bien utilisés, surutilisés, sous-utilisés? Par exemple, si un serveur est en surcharge, on voit qu'il traîne et que les applications qui sont associées à tous les serveurs ne sont pas performantes ou ne répondent pas correctement. Est-ce que la machine sur laquelle repose le serveur est peut-être obsolète, et donc d'avoir une action par rapport à ce type de situation? Et enfin, bien entendu, qu'est-ce que cela coûte? Quel est le coût de la machine? Aussi bien entendu, son coût à l'achat, par exemple, mais aussi, ce qu'on va chercher, c'est son coût global, qui va regrouper à la fois son coût d'achat, son coût de maintenance, mais aussi les applications, donc les logiciels, les licences logicielles qui sont associées à cette machine-là, et bien entendu le maintien opérationnel de la machine. Tout ça va représenter le coût global et qu'on va pouvoir traquer et qu'on va pouvoir surveiller à travers une solution et un dispositif ITAM. Donc l'ITAM va permettre de répondre et surtout d'améliorer ces 6 axes, ou en tout cas ces 6 principaux points. Il y en a d'autres, mais ça c'est les 6 principaux au sein d'une organisation IT. La première, c'est la visibilité et les performances des biens. En fait, on va avoir une véritable vue globale de l'ensemble des biens que possède l'organisation, aussi bien matériel, logiciel, mais périphériques aussi, les périphériques réseau, et bien entendu avoir les liens entre ces différents éléments. Ce qui va permettre de connaître les performances, leurs usages, mais aussi la disponibilité de ces biens, et donc de connaître notamment, par exemple, leur rentabilité et leurs usages. La gestion des coûts, puisqu'on va pouvoir gérer tout l'aspect financier des biens, et donc on va avoir connaître les coûts associés à chaque bien que l'on possède, mais également les services qui sont proposés avec ces biens-là. On va connaître leurs usages et du coup pouvoir commencer à faire de l'optimisation de budget, l'optimisation de coûts, et par exemple dans la négociation de contrats de maintenance ou de renouvellement de licence ou d'achat de nouvelles licences, être en capacité de négocier en connaissance de cause
grâce à l'historique, par exemple, que l'on a avec chaque revendeur. L'ITAM va permettre aussi de répondre à tout ce qui est autour de la conformité et la gestion des risques, puisqu'on va connaître parfaitement le parc informatique, et du coup pouvoir contrôler à la fois la conformité légale, par exemple d'un point de vue logiciel, la conformité logicielle, savoir si le parc est conforme par rapport au nombre de licences que l'on dispose, mais ça va être aussi la gestion de la conformité de sécurité, par exemple, puisque l'ITAM va aussi apporter un soutien à l'équipe de sécurité, puisqu'on a une cartographie au niveau des biens et leur configuration et les liens qu'il y a entre les différents biens. Donc, ça peut aider aussi au niveau de la mise en conformité de sécurité et donc, du coup, la gestion des risques. L'ITAM va aussi apporter un support à l'expérience utilisateur final, enfin en tout cas l'améliorer l'expérience de l'utilisateur final, dans le sens où on va pouvoir proposer des services à l'utilisateur à travers par exemple un catalogue de services et surtout le fait de connaître les usages, les machines et les biens que l'utilisateur même utilise, va te pouvoir optimiser, voire anticiper les besoins des utilisateurs en leur proposant des services de renouvellement de leur machine, de mise à jour de leur application, etc. Et du coup, on va naturellement optimiser et voire améliorer la productivité des utilisateurs et de leur usage de l'applicatif et de tous les services autour qui sont proposés par l'IT. Et enfin, dernier point, c'est tout ce qui est autour de la responsabilité économique de l'IT, puisque on va pouvoir avoir une meilleure maîtrise du parc au niveau hardware et software, et du coup, l'IT va vraiment pouvoir rationaliser l'ensemble de ses coûts. Il va pouvoir même démontrer et avoir un suivi, puisqu'on a de l'historique à travers l'historique des biens, des mouvements, etc., va démontrer la maîtrise du parc, l'évolution et l'optimisation du parc, par exemple en optimisant la consommation des licences, en étant capable de, par exemple, récupérer une licence sur un poste qui est en sous-usage parce qu'il n'utilise plus l'application pour la réaffecter à quelqu'un d'autre. Donc on va vraiment optimiser, maîtriser les budgets IT, montrer que finalement le service IT n'est plus un centre de coût, mais va être capable d'optimiser les budgets, les investissements, justifier les investissements dans du nouveau matériel pour renouveler des machines obsolètes, et ainsi prouver à la direction et aux autres départements que les budgets informatiques sont rentabilisés et qu'il y a un véritable retour sur investissement sur l'ensemble des budgets IT. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que on est dans un monde et un écosystème de plus en plus complexe et que les entreprises ont des environnements de plus en plus hétérogènes. On avait déjà cette hétérogénéité-là avant avec des environnements multi-éditeurs, à la fois serveurs, OS, avec une multitude de constructeurs et d'éditeurs. Mais ces dernières années ont vu émerger de nouvelles technologies qui complexifient davantage cet environnement et donc cette gestion, tels que par exemple les environnements virtuels, les périphériques mobiles, mais aussi tout ce qui est cloud. Alors on parle aujourd'hui de plateformes as a service, de produits ou services as a service, ou aussi des infrastructures as a service. Et tout ça, du coup, rend de plus en plus complexe la gestion. On parle aussi de mode cloud public, cloud privé ou aussi des cloud hybrides. Et donc, pour pouvoir suivre l'évolution, mais surtout derrière la gestion de ce parc informatique, on a besoin de plus en plus de visibilité et de plus en plus de suivi. D'accord ? Et donc, l'ITAM est avant tout une gestion des risques et des coûts. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre le temps que l'on va consacrer à la gestion des biens pour minimiser les risques et optimiser les coûts, mais tout en augmentant la qualité de service que l'on va fournir en fait aux utilisateurs finaux.
Et cet équilibre-là, en fait, il n'y a pas de norme, ça va vraiment dépendre de votre organisation et de votre stratégie interne. Le besoin et le niveau de gestion des biens va être lié à vos métiers, à l'organisation et qu'est-ce que vous voulez faire en fait à travers l'ITAM. Et pour ça, en fait, bien entendu, il n'y a pas de miracle, c'est que tout ne se fait pas du jour au lendemain. On va mettre en place un modèle ITAM pour monter au fur et à mesure en performance et donc passer d'un niveau non géré chaotique à quelque chose d'optimisé. Et ça se fait progressivement et du coup, en fait, les solutions Ivanti que l'on peut proposer aujourd'hui va vous permettre de vous accompagner dans cette maturité. Ça fait la main à mon collègue Jean Robert. Bonjour à tous. Après cette présentation sur le cadre ITAM, ce que cela représente en fait dans le monde de l'IT, l'étape suivante, c'est de vous proposer la réponse que fait Ivanti à ces différents points d'organisation. Comme l'a exprimé Simon, la notion d'ITAM intègre la fonction globale de gestion d'assets, que ce soit du matériel ou du logiciel. On a pour cela 3 réponses en fait qui sont associées au niveau d'un produit qu'on appelle, d'une solution qu'on appelle Asset Management Suite, qui va donc regrouper 3 produits. Un premier produit, Asset Manager, qui va gérer toute la partie hardware, qui va donc récupérer toutes les informations venant des différents produits de découverte et d'inventaire, et va pouvoir les manager. On détaillera ça un petit peu plus loin. Et 2 produits autour de la gestion de licences, donc du Software Asset Management. L'un pour les clients, tout ce qui va être poste de travail. De la même façon qu'on récupère les informations techniques, on va aussi récupérer les informations logicielles, installées, utilisées, et pouvoir donc à partir de ce moment-là contingenter l'information et la maîtriser. Et le troisième objet, très important quand on travaille sur la gestion de licence, c'est License Optimizer pour serveur, qui lui va aussi inventorier un certain nombre d'informations sur les différents serveurs de votre organisation et optimiser la gestion des licences, qui est beaucoup plus complexe, bien évidemment, que la gestion client. Simon vous en reparlera un petit peu plus tard. Si l'on veut mieux représenter cette offre, une cartographie simplifiée vous montre que notre suite globale, elle touche le software asset management, le hardware asset management, et au milieu, enfin pas au milieu, mais vous avez une petite intersection qui va créer le lien entre le hardware et le software, et capable de déterminer que ce soit côté asset manager ou côté license optimizer, des liens techniques entre les deux fonctions. Et tout ça va être couvert par Ivanti License Optimizer pour client ou serveur et Ivanti Asset Manager. Voilà les 2 noms de produits qui sont associés à ces offres. Une couverture rapide fonctionnelle. Vous vous souvenez ce qu'a dit Simon, il a posé un certain nombre de questions correspondant à ce que ITAM souhaitait qu'il soit pris en charge. Bien, effectivement, Software Asset Management notre produit de Software Asset Management License Optimizer va répondre à un certain nombre de ces questions. Il va d'abord clarifier tous vos biens logiciels, donc centraliser tout ce que vous avez acheté, tout ce qui vous appartient. Il va vérifier comment ces logiciels sont utilisés, voir où ils sont installés, par qui, comment, combien de fois, etc. Ensuite, vous allez modéliser cette situation et améliorer le contexte au point de vue licence. Simon a effectivement parlé de récupération de licences, de pouvoir optimiser les achats de licences pour ne pas en acheter trop ou ne pas en acheter assez et ne pas être compliant. Compatible, c'est ce qu'on appelle la normalisation et la réconciliation de ce que vous avez, vos droits, et des données d'inventaire, ce qui existe. D'être capable, en croisant ces informations, de savoir où vous en êtes.
il faut que vous ayez une source centralisée qui contienne toutes ces informations exactes pour permettre de pouvoir publier et émettre des états de conformité vis-à-vis de tous les environnements qui sont autour. C'est allé un peu trop vite, voilà. La modélisation de scénarios, c'est aussi anticiper. C'est être capable de dire si je veux modifier mon environnement en changeant d'OS, en changeant de version de produit, etc., qu'est-ce que ça va me coûter? Si je veux passer du mode on-premise au mode SaaS, qu'est-ce que ça va me coûter au niveau licence et autres événements? Donc vous allez pouvoir, à partir des informations déjà enregistrées dans le produit d'asset, sans vous en servir pour savoir que si vous le faites évoluer, vous allez avoir ce type de charge, ce type de réduction de coûts et de mieux manipuler l'optimisation de vos biens. Côté hardware, l'asset manager, lui, il va de la même façon vous dire où sont les biens, qui les utilise, comment sont-ils utilisés, être capable à partir de ces informations-là et des informations liées à la gestion financière de calculer des coûts de possession, des retours sur investissement. Tous ces éléments-là sont des choses, là encore, Simon a présenté ces informations-là comme étant des contraintes économiques. Il faut que vis-à-vis de l'environnement de l'entreprise, vous soyez capable d'être plus précis sur le coût et l'utilisation du hardware informatique. Entre autres informatique, bien sûr, puisque ça peut être plus large que ça. Gestion complète du cycle de vie, c'est être capable d'intégrer entre la demande initiale d'un utilisateur jusqu'à la mise au rebut de ce matériel, être capable de gérer tous les statuts qui concernent la vie de chaque bien. Et donc de prévoir la partie commande, la partie réception, la partie stockage, la partie utilisation, l'affectation à l'utilisateur, la mise en production. Là encore, sont les termes utilisés par Simon qu'on va retrouver dans ce produit. Suivre son actif informatique du début à la fin, c'est extrêmement important de pouvoir à tout moment. Déjà, dans le monde du public, il y avait un certain nombre de contraintes, excusez-moi, il y avait un certain nombre de contraintes qui étaient liées aux audits et de prouver que tel matériel était à tel endroit ou à tel autre. Et ce besoin devient de plus en plus présent, même dans le monde des sociétés privées, où chaque élément qui a été acheté doit être pistable, traquable, pour savoir où il en est. Tout ça se base sur j'ai le terme anglais, mince, pour fournir des rapports efficaces, en fait, et que chaque rôle dans l'entreprise va pouvoir voir la gestion de biens avec ses propres préoccupations. La préoccupation économique, la préoccupation logistique, la préoccupation opérationnelle, technique. Chacun va avoir une vue du référentiel des biens qui va lui être utile dans son propre métier à l'intérieur de l'entreprise. Et bien évidemment, comme je vous parlais de cycle de vie de bout en bout, à l'intérieur du produit va venir s'insérer des objets qui vont vous permettre de gérer les achats, de gérer les coûts, de gérer les contrats, manipuler les stocks et avoir une visibilité associée à l'organisation, que ce soit un utilisateur, une localisation, un centre de coûts, un propriétaire de matériel, tout ça va être représenté à l'intérieur de l'asset management. Première étape, en fait, c'est le produit d'asset manager, la gestion des biens. Il existe aujourd'hui dans notre catalogue un produit qui est déjà distribué, qui est disponible en cloud et qui s'appelle Asset Manager Essentiel. Asset Manager Essentiel, en fait, c'est une version ready to use, prêt à être utilisée, qui respecte les best practices de la gestion de l'asset management et qui est préconfiguré de façon à pouvoir servir de récipient de tous vos biens avec des mécanismes d'importation, soit parce que vous avez déjà EPM, soit parce que vous avez des structures de données qu'on va pouvoir insérer sous forme d'importation live, et vous allez pouvoir manipuler le produit en SaaS. La deuxième étape, c'était de faire la même chose dans le SaaS, mais de traiter la notion d'asset
de l'instance non plus comme un produit ready to use, mais prêt à être configuré pour s'adapter un petit peu plus à votre environnement. Dans le premier cas, les processus de cycle de vie étaient déjà établis et n'étaient pas modifiables. Dans le deuxième cas, vous allez pouvoir adapter les différents cycles de vie de façon à les rendre plus proches de votre organisation, de vos besoins spécifiques. Vous allez pouvoir créer des types de CI, d'assets, pardon, plus proches de votre maturité. Là encore, dans le cadre de ce qu'a dit Simon, selon la taille de l'entreprise, mais aussi le degré de maturité de la prise en charge des biens, vous allez avoir besoin de gérer une petite demi-douzaine de biens, de types de biens, mais dans une organisation un peu plus complexe. Au contraire, vous allez rajouter des biens, rajouter une granularité dans le suivi et avoir besoin de plus de choses. C'est à ça qu'Asset Manager Cloud doit répondre derrière. Là aussi, c'est comme son nom l'indique, une solution qui est disponible en SaaS directement. La troisième offre, qui va arriver très bientôt, c'est une offre, c'est la même offre que l'Asset Manager Cloud, mais on-premise, c'est-à-dire disponible en installation à la maison, chez vous, dans votre environnement. Bon, que va couvrir cette gestion des biens? Comme vous le voyez, on va être capable de gérer l'information sous forme de tableau de bord, on va être capable de gérer les différents objets utiles à l'organisation. On a parlé de la fonction économique, d'achat, donc ça veut dire qu'on gère des fournisseurs, on gère des catalogues de produits, on gère des contrats, on gère des scores pour dire tel fournisseur il est bon, tel autre il est moins bon. Un même produit peut être acheté à différents endroits, donc peut présenter différents fournisseurs au moment où on prépare les commandes. Et la notion de contrat va permettre d'associer soit la maintenance, soit le mécanisme d'intervention si on le souhaite. Ce catalogue produit étant en quelque sorte une référence que vous allez proposer à vos utilisateurs en disant nous, on gère tel type de laptop, tel type de serveur, tel type d'imprimante, tel autre appareil dans notre catalogue parce qu'on le connaît techniquement, on le valide par rapport aux fonctionnalités que l'on doit, aux services que l'on doit rendre aux utilisateurs. Et si vous avez besoin, vous choisirez entre plusieurs produits de ce catalogue qui ont un dimensionnement adapté aux différents postes de travail. Et ça, c'est ce qu'on référence en tant que catalogue de produits. Le référentiel des biens, c'est la totalité des biens que l'on va pouvoir consulter en y accédant soit par statut, soit par positionnement, soit par affectation. On va pouvoir comme ça accéder à l'information associée à chaque bien. On voit qu'il y a des informations techniques, on voit qu'il y a des informations administratives et liées à l'opérationnel. On reverra un tout petit peu dans la petite démo à la fin de cette présentation. Comment ça marche en fait? Vous avez des outils de découverte, soit EPM et le produit venant de chez nous, Data Center Discovery qui gère l'aspect serveur, les découvertes sur serveur, pourquoi pas des informations venant de l'Active Directory ou de produits microsoftiens aussi connus, mais d'autres solutions aussi peuvent être sources d'informations. Ces sources d'informations vont remonter à l'intérieur d'un outil que l'on appelle Discovery Services grâce à différents connecteurs. Cette information va être normalisée de façon à ce qu'elle soit en quelque sorte rangée avec des informations qui vont être communes à tous les produits. Et ensuite, on va être capable de la retransmettre à nos différents produits en ligne qui vont être les produits licence optimizer client-serveur ou Asset Manager. Voilà le principe de la concaténation des informations venant des différents outils de découverte de façon à ce qu'ils deviennent utilisables dans nos outils de gestion. On a parlé plusieurs fois de la notion de cycle de vie. Clairement, il faut essayer, et ce n'est pas le plus simple, d'adapter la vie des biens à ce qu'ils respectent un cycle de vie le plus complet possible et de pouvoir suivre ces différentes étapes de façon à mieux maîtriser
le temps d'utilisation, par exemple, d'un bien. Entre le moment où il est acheté, le moment où il est livré, stocké, assigné à un utilisateur, revenu en stock, réaffecté à un utilisateur, etc., vous allez avoir toute une somme de coûts, mais aussi toute une somme d'utilisation. Et vous allez pouvoir faire un rapport pour savoir combien réellement le coût de possession et d'utilisation vaut. Et tout ça va se faire directement dans le produit en associant en fait les produits de même référence au catalogue et voir à quel coût ils sont utilisés dans le temps. Ce cycle de vie est essentiel pour pouvoir effectuer ce type d'analyse. Identifier le besoin. Chacun demande quelque chose et donc on va être capable de mettre à disposition ce type de demande par l'intermédiaire d'un catalogue de services ou autre. S'il est disponible, de l'allouer. S'il n'est pas disponible, de l'acheter. À partir du moment où le bien est en possession des équipes de déploiement, de mettre en forme le besoin pour qu'il réponde au service, donc le provisionner en OS pour un ordinateur et autres, et le livrer. Pendant toute cette phase où préparez, vous êtes dans une phase logistique organisationnelle pour mettre à disposition un service d'un client. Dès que le client a le bien dans ses mains et qu'il l'utilise, il devient en opérationnel et il doit être ce qu'on appelle surveillé, c'est-à-dire accompagné par du support. Il doit être capable de déclarer des incidents, de demander des changements au niveau du matériel, etc. Et donc tout ça va être surveillé jusqu'à un moment où, soit par obsolescence, soit par déficience, le matériel va revenir ou non d'utilisation. D'ailleurs, hein, quand on parle de logiciel, il y a aussi le fait de ne pas utiliser, de revenir dans la partie stockage et d'être soit remplacé et mis au recyclage, soit réutilisé et réaffecté à notre utilisateur. C'est un vrai cycle de vie complexe, non pas complexe d'ailleurs, complet, qui va permettre d'absolument suivre chaque étape. Vous pouvez avoir le même type de relation, d'information lorsque vous parlez d'un environnement logiciel. On va se baser sur un catalogue de services de la même façon et être capable de dire j'ai besoin d'un logiciel, je le demande. Cette demande, en fait, elle va être prise en charge par la structure d'asset management ou d'ISM si on les associe, et d'être capable de dire je vais vérifier si j'ai les droits. L'approbation, c'est capable, selon le coût et selon le type de logiciel, de dire c'est un produit qui vaut rien et je peux le télécharger, je peux le récupérer facilement, ou c'est un produit qui a un coût et les gens qui gèrent le budget doivent donner leur aval. Je dois vérifier la disponibilité d'une licence, être capable de l'associer au logiciel que j'installe ou de l'acheter si elle n'existe pas. Ensuite, on déploie principalement des déploiements automatiques. Aujourd'hui, on est capable, à partir des outils tels que PM, de donner des ordres pour que le logiciel demandé soit automatiquement installé sur le poste de travail, voire le serveur, si c'est nécessaire. On notifie, on informe continuellement les différents acteurs des étapes de cette demande. Bien sûr, l'utilisateur, il va voir arriver le logiciel. S'il a un petit mail qui lui indique que le logiciel est prêt à fonctionner, ça ne fait pas de mal. Si le donneur d'ordre, celui qui valide l'achat, reçoit un petit mail en disant installez la licence, elle a été récupérée et installée sur le poste, ça lui permet de mieux suivre les différents événements, quitte à réagir d'ailleurs dans certaines situations. Le produit est utilisé par l'utilisateur et à un moment, soit de manière technique, c'est-à-dire parce que des règles d'utilisation ne sont plus respectées, le produit n'a pas été ouvert depuis 3 mois, ou il n'y a pas eu d'utilisation sur l'année depuis plus d'1 heure, enfin là, c'est des règles qui sont dépendantes de votre environnement, ou soit parce que l'utilisateur lui-même décide qu'il n'a plus besoin du service, est capable de retirer le service à l'utilisateur, de le fermer, de se désinscrire et donc de remettre à disposition, si c'est possible, une licence pour que quelqu'un puisse l'utiliser par ailleurs. Vous pourrez faire la même association avec du hardware d'ailleurs,
si on parle de vidéoprojecteurs, d'outils qui sont partageables, ce cycle de vie est absolument associable. Vous pouvez associer cycle de vie à ce type de choses. Le service étant désalloué de l'utilisateur, soit il ne le paiera plus si c'est un service payant, soit il ne fera plus partie des services opérationnels où il sera surveillé. Voilà le contexte de cycle de vie sur lequel on voulait débattre, vous expliquer notre point de vue. Je vais laisser la main à Simon pour toute la partie suivi des licences. Donc le suivi des licences va se faire à travers la solution License Optimizer. Encore une fois, il s'agit d'une solution TAM, mais qui va être dédiée à la gestion des licences. Les bénéfices de cette solution est tout d'abord sa bibliothèque qui est extrêmement complète avec plus de 7000 éditeurs, avec un demi-million de produits uniques qui sont dans cette base et qui évoluent grâce à des équipes dédiées qui mettent à jour justement cette bibliothèque de software. L'intérêt, bien entendu, et la spécificité des licences logicielles, c'est les métriques de licensing qui est important à pouvoir avoir à disposition au niveau de la solution. Et du coup, la solution License Optimizer inclut l'ensemble des métriques de licensing des produits qui peuvent exister sur le marché, c'est-à-dire à la fois la partie poste de travail par nœud ou par aujourd'hui utilisateur mode souscription, par exemple, pour Office 365, mais également les métriques de type de capacité ou par capacité matérielle de type par CPU pour les solutions serveurs de type Oracle, mais aussi des métriques plus spécifiques, plus propres à certains éditeurs comme les PVU, les vCPU, etc. Data management, donc la solution va être capable, bien entendu, a besoin qu'on alimente à travers des données, et donc la solution va être capable de récupérer ces données depuis différents types de sources, soit à travers des API, soit à travers des fichiers plats. Ces sources, bien entendu, vont être, par exemple, l'inventaire Ivanti, que ce soit sur la partie client ou sur la partie serveur, mais aussi la synchronisation de bases ou de fichiers d'un point de vue achat, licence et contrat, puisque la solution va justement permettre de faire le lien entre les licences que vous disposez et bien entendu l'inventaire des applications qui vont être remontées à travers l'inventaire. D'accord ? Bien entendu, les données, lors de leur intégration, vont être validées, testées, et on va faire de la normalisation pour rendre la donnée propre et exploitable par la solution elle-même. Derrière, la solution va proposer, va analyser, va faire des calculs, va réconcilier les données, voilà, je cherchais le terme, va réconcilier les données pour vous proposer derrière des dashboards et des rapports sur l'état de compliance de votre parc. Donc, il y a déjà des rapports au sein de la solution, des rapports qu'on appelle ETL, alors effective, j'ai un trou, des rapports qui vous donnent le positionnement de vos licences par rapport à des vendeurs spécifiques, des éditeurs spécifiques tels que Microsoft ou Adobe. Mais bien entendu, vous avez un grand nombre de dashboards qui sont préconstruits et à disposition pour pouvoir analyser de manière dynamique l'état de vos licences. D'accord ? Et ces analyses peuvent être en cascade, c'est-à-dire que au sein même du dashboard, on va être capable de rentrer dans la donnée et de plus en plus en profondeur pour voir justement jusqu'au poste même sur quel poste a été installée telle et telle application. Ce qui est intéressant également dans la solution, c'est qu'on va non seulement vous donner un état à l'instant T de votre conformité logicielle, mais également faire du tracking dans le temps, puisqu'on est capable de manière régulière, selon votre fréquence, selon la fréquence que vous souhaitez, avoir un positionnement dans le temps. Et bien entendu, cet historique, on le garde. Donc du coup, on va être capable d'avoir des tendances
alors de pouvoir analyser bien entendu l'historique et voir même d'une date à l'autre qu'est-ce qui a évolué, de nouvelles applications qui sont arrivées, qui ont été installées sur les postes, ou l'achat de nouvelles licences, ou au contraire la désinstallation d'applications sur certains types de postes. Tout ça peut être traqué. Et bien entendu, grâce à cet historique, aussi vous proposez des analyses prédictives et de tendances, puisque on va avoir un certain nombre d'informations au niveau du temps, et donc pouvoir avoir des analyses prédictives. Et dernier élément important au sein de la solution, c'est la modélisation des projets. C'est-à-dire qu'au sein même de la solution, on va être capable de modéliser des projets. Alors par exemple des projets de migration. On a par exemple des serveurs on-premise qu'on va vouloir migrer au niveau d'un AWS ou d'un Azure. Et du coup avoir une simulation sur le coût de ce projet-là. Bien entendu, en termes de licensing, on va pouvoir y associer aussi les coûts de service, le coût de migration au sein même, et donc de pouvoir voir la rentabilité ou pas, bien entendu, du projet à long terme. D'accord. Donc encore une fois, License Optimizer dispose d'un moteur puissant qui va justement gérer tout type de licence, encore une fois, pour des postes de travail ou autres, des licences par nœud ou par installation, être en capacité aussi de gérer les licences de capacité, donc tout ce qui est PVU, RVPU, CVPU, par processeur, par core ou par CAL, les licences par utilisateur, avec Office 365 par exemple, et enfin les modes de licence par souscription. Et donc tout ça va être géré à travers la solution. Donc quelques écrans pour vous montrer, donc, par exemple ILO, avec les différents types de dashboards. Donc c'est là par exemple un dashboard out of the box qui représente différentes métriques sur la compliance, sur les tendances, sur la compliance par éditeur et surtout par coût, les coûts que représente chaque éditeur et est-ce qu'on est compliant ou non compliant, et le coût de shortfall, c'est-à-dire le coût qui permettrait de se remettre en compliance. Voilà. Bien entendu, les dashboards sont personnalisables, donc du coup vous pouvez créer vos propres dashboards d'analyse. Le data summary va permettre d'analyser et de parcourir les données, donc c'est là qu'on va pouvoir faire de drill down. Donc par exemple ici, regarder par éditeur, donc dans l'exemple ici c'est Adobe Reader, Adobe System pardon, et de pouvoir parcourir en fait au niveau de l'éditeur, descendre au niveau de la liste des produits pour cet éditeur-là, et au niveau même du produit, voir les différentes versions que l'on peut avoir pour ce même produit, donc la Acrobat 11 ou 10 ou la 7, etc. Et voire même descendre jusqu'à la machine. On a bien entendu des analyses de tendance, comme je l'ai expliqué, à travers le temps, et donc et surtout détaillées, c'est-à-dire que ces dashboards sont dynamiques, et lorsque l'on clique, on va pouvoir voir même analyser à travers ces deux dates quel est le différentiel qu'il y a eu avec les entrées, les sorties, les changements qu'il y a eu vraiment entre les deux dates que l'on va définir. Et bien entendu, ces données historisées vont permettre derrière d'avoir de l'analyse prédictive et d'avoir des courbes de tendance que l'on peut avoir à travers les données collectées. Dernier sujet abordé lors de cette présentation, c'est la notion de workflow automatisé et surtout dans quel type de processus interne vous allez pouvoir utiliser les outils d'asset pour améliorer votre efficacité. On en a choisi 3 thèmes, mais globalement, on pourrait envisager beaucoup plus de choses. L'important, c'était de préciser, de vous donner des idées sur ce qui, effectivement, pouvait être impacté par la gestion d'assets de manière globale, par ITAM, si on veut raisonner dans le cadre. On en a déjà parlé, et Simon peut en reparler un tout petit peu s'il le souhaite, sur la conformité logicielle. Il est évident que si vous êtes concerné par un audit, ou
vous voulez identifier des postes économiques où vous pouvez vous améliorer, l'utilisation de process non pas complexes, mais complets pour pouvoir informer en appuyant sur un bouton et en tirant un rapport n'importe quel agent qui vient vous demander où vous en êtes, ou au contraire pouvoir en appuyant sur un bouton voir toutes les licences que vous avez en trop et que vous pourrez soit rétrocéder, soit mieux utiliser, c'est quand même un avantage important et tout ça, le produit de Licence Optimizer vous le fournit. Deuxième contexte où il y a effectivement beaucoup de choses à faire et à améliorer probablement dans les entreprises, c'est toute la partie liée au RH et qui vont gérer ce qu'on appelle le onboarding et le offboarding, et capable de maîtriser les process d'affectation de matériel quand quelqu'un arrive pour améliorer l'efficacité de cette personne. Si on fournit à cette personne très rapidement tous les biens dont il a besoin pour travailler, c'est beaucoup plus simple que d'attendre quelques jours qu'un poste de travail soit utilisé et autres. Et à l'inverse, quand il s'en va, d'être capable de mieux maîtriser ses biens pour les récupérer et les remettre à disposition. On parle de biens informatiques, bien sûr, ordinateur, téléphone, mais on peut parler aussi de carte de parking, de badge de cantine, on peut parler de mutuelles, d'inscription aux mutuelles, etc. Ces éléments-là faisant partie du RH, se gérant par un processus automatisé qui va impliquer tous les acteurs, soit automatiquement, parce que c'est des mécanismes répétitifs que l'on peut reproduire, soit parce que manuellement il faut faire des choses, mais que tout le monde soit impliqué dans le processus, et surtout la gestion de biens. Et dernier potentiel workflow automatisable, c'est en lien avec la conformité, mais aussi les économies, c'est être capable de recycler du logiciel, de pouvoir automatiser la distribution de ce logiciel avec toutes les phases de demande, d'approbation ou de déploiement automatique, ou le fait de récupérer des licences déjà utilisées de façon à optimiser les coûts, mais à mieux maîtriser l'utilisation des biens. Bien sûr, il y a probablement beaucoup plus de workflows dans l'entreprise imaginables qui seront impactés par la gestion de l'ITAM et donc de nos solutions dans une entreprise. Bon, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc je repasse la main à Christelle pour les questions-réponses. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, vous, de votre côté, que ce soit Sarah, Jean-Robert ou Simon. Sur le chat, si vous en avez, il est encore temps, hein, vous pouvez nous écrire encore sur le chat. On va vous laisser quelques petites minutes. En attendant, je aussi, en attendant passer le slide après. Oui. Juste pour information, on a un de nos plus grands événements de l'année en Europe du 11 au 14 mars 2019 à Madrid. Donc ce sont des conférences, des formations techniques avec les chefs de produits Ivanti, où vous aurez également toutes les roadmaps produits. Là, vous avez actuellement une réduction avec le code en bas de la présentation, et les inscriptions sont jusqu'au 8 février à 695 €. Alors, on a une question. Alors, je la lis, mais il faut que je l'ai en entier. Je sais pas si. Ah putain, ça tu peux l'agrandir. Je vais juste agrandir. Le module ITAM onboarding. Oui. Ah, module dans la suite ITAM ou onboarding? C'est la question. Le module. Ah non, mais il y a une question avant en fait. Alors, comment est géré le workflow? C'est la première question. Première question, ouais, c'est comment est géré le workflow et module de la suite ITAM ou onboarding? Il y a deux niveaux de gestion du workflow. D'abord, dans la partie Asset Manager, vous avez un workflow. Alors, pour ceux qui connaissent un peu nos solutions, en fait,
Asset Manager est basé sur la structure, le même produit d'origine qui en traitant de service management s'appelle ISM et s'appelle Asset Manager quand il traite la partie asset. Et ce produit est lui-même basé sur une infrastructure autour de processus, de workflow. Et donc il y a un engine avec un certain nombre de mécanismes de construction de workflow associés aux objets de type asset que l'on manipule, mais autres. Et à côté de ça, on a, pour permettre toute la gestion en fait, des événements techniques, un module qui est transversal à toutes nos applications, toutes nos solutions, et qui s'appelle Automation, qui permet en fait de construire des blocs techniques qui vont, alors, entre autres, l'association avec des outils de gestion d'installation, des installations de logiciels, EPM par ailleurs, des outils de sécurité, des outils d'enregistrement, un account dans l'AD peut être créé par ce moyen-là. Et donc, oui, nous avons à deux étages différents, un étage statutaire et un étage technique, deux mécanismes de workflow qui sont associés à l'asset management. Alors, autre question, quels sont les liens et différences entre les assets de l'ITAM et les CI de la CMDB? C'est une bonne question. En fait, la notion d'asset vient introduire... la notion de CI est un élément de configuration qui va structurer ce qu'on appelle une CMDB et permettre de définir l'organisation d'un schéma structurel de façon à ce que toute intervention liée aux différents process de type incident, problème, change puisse comprendre et asservir en fait les différents objets entre eux de façon à savoir quel impact va intervenir lorsque un événement de type rupture de service ou changement du service peut avoir lieu. Toutes ces informations qui constituent la CMDB sont plutôt d'ordre technique et relationnel. Mais à partir du moment où on veut maîtriser l'environnement en y ajoutant une donnée économique, une donnée de possession et un suivi, un cycle de vie qui va être capable de suivre chaque objet, on va rajouter en fait une couche de données de type asset à un objet que l'on peut nommer CI par défaut. Donc, vu de mon point de vue, un asset est un CI dans lequel on associe un suivi économique. Mais vous pouvez très bien gérer des assets sans avoir de CMDB. Il suffit de gérer l'entité de l'objet configuration comme étant directement un objet asset où on ne définit pas de relation entre eux, on ne définit pas de liens qui vont structurer l'infrastructure, mais simplement un suivi économique des données. Et donc, c'est à peu près les mêmes questions qui reviennent autour de la CMDB, le lien des CI et la CMDB. Donc, il y a une autre question, c'est comment se concrétisent les interactions avec les utilisateurs finaux avec les solutions ITAM. Par exemple, est-ce qu'on peut donner un accès direct en lecture aux assets Bien sûr. de l'utilisateur par l'intermédiaire du self-service, enfin de l'interface à destination des utilisateurs, on va d'une part présenter le catalogue de services et donc être capable de fournir un certain nombre de services liés à la gestion d'assets, donc la demande de matériel, la demande de logiciel, la restitution d'ailleurs aussi, et d'offrir ce type d'informations et d'échanges, mais aussi, pourquoi pas, de délivrer en fait une liste de biens qui sont associés à l'utilisateur, avec des informations succinctes sur ce qu'est son poste de travail, de ce qu'est l'imprimante qu'il a le droit d'utiliser, etc. Tout ça sont des éléments que l'on peut construire autour de l'information dans le self-service. C'est pas courant, c'est pas nécessairement courant parce que les gens en général la possèdent et ont les informations, mais effectivement, ça peut être très utile de répertorier ce que les gens ont. Et les mettre à disposition, des utilisateurs. Dernière question, alors quelle est la vision de celui qui doit répondre aux appels? Alors
les appels, je suppose que les appels incidents, hein, et comment par exemple, est-ce qu'il y a en gros, enfin comment le passé d'un produit ou d'un matériel dépanné ou une information de la base de connaissances sont disponibles? Est-ce qu'en gros il y a un lien, on peut avoir un lien entre l'ITA et l'ITSM? Absolument. Alors d'abord, la notion de cycle de vie intégrant les incidents, les pannes ou les changements d'affectation d'un poste font partie de la vie du CI tout autant. La relation entre l'utilisateur et l'élément de configuration, que ce soit un poste de travail ou autre device, fait partie de la structure CMDB. Donc fait partie des informations qui sont à disposition d'un analyste. Quand un utilisateur appelle, il doit savoir quels sont les biens, les CI qui sont associés à cet utilisateur, et encore plus les biens. Donc, enfin, et la notion de bien aussi. Simplement, l'analyste n'a pas un point de vue économique, il a un point de vue de service. Il doit, dans un délai imparti, remettre à disposition le service, enfin, restituer un service optimum à l'utilisateur. Donc lui changer son PC, lui réparer, si c'est un ordinateur dont on parle, mais ça peut être une imprimante. Une des évolutions que vous verrez apparaître dans les produits, dans les solutions qu'on va proposer, c'est le fait que nos deux produits ISM et Asset Manager vont fusionner dans une même instance. À ce jour, on propose deux instances différentes, mais en début d'année prochaine, au premier trimestre, on annoncera le fait de proposer en SaaS une offre qui contiendra le produit de Service Management et le produit d'ITAM dans une même instance. Ce qui est déjà plus ou moins vrai aujourd'hui, puisque la solution Asset Manager Essentiel est proposée avec le Helpdesk Essentiel, qui est une version cheap de la partie Service Management ne couvrant que le Helpdesk. Merci. Il est 11h, je suis désolée, il y a peut-être certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vous invite à nous les envoyer par mail, s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, on vous remercie bien évidemment tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous allez recevoir l'enregistrement. Pour les personnes éventuellement qui sont arrivées un peu tardivement, vous aurez également le support de présentation sous format PDF. Pour information, notre prochain webinaire aura lieu le 13 septembre et ce sera notre dernier webinaire Patch Tuesday de l'année, décembre, excusez-moi. Ce sera notre dernier webinaire Patch Tuesday de l'année et nous vous souhaitons à tous une excellente journée. À bientôt, au revoir.